Bonjour, je vais vous parler du problème à trois corps de Liu Cixin. C'est un roman, ou plutôt une trilogie, c'est 3 volumes, une saga de science-fiction que vous connaissez peut-être par son adaptation récente sur Netflix. C'est un roman qui date de 2012 et qui est très 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 intéressant, enfin une trilogie qui est très très intéressante. Alors n'hésitez pas à regarder la série sur Netflix qui est intéressante. Elle ne vous empêchera pas de lire la saga par la suite, qui est d'une richesse très très grande, et vous ne vous ennuierez pas parce que vous aurez, si jamais vous avez déjà vu la série, il n'y a aucun problème. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord regardé la série parce que, bon, il y a un principe quand même auquel j'essaye de me tenir et qui est assez incontournable. Si vous devez lire et regarder le film adapté du même livre, eh bien, ne faites jamais ça dans ce sens-là. Ne lisez pas d'abord le livre pour ensuite regarder le film. En général, vous serez extrêmement déçu. Exception pour le Dune de Denis Villeneuve, par exemple, mais peut-être qu'on en reparlera prochainement. Le premier volet du Dune de Denis Villeneuve, peut-être que je pourrais en parler un de ces jours. Justement, c'est très intéressant par rapport à ça. C'est une des rares adaptations cinématographiques que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder après avoir lu et relu le livre en question. Mais en général, faites l'inverse. Regarder un film puis lire le livre par la suite, ça peut être même une expérience très gratifiante. On retrouve ce qu'on a aimé dans le film avec une dimension, la dimension supérieure qu'amène le roman, des histoires en général beaucoup plus étoffées, avec beaucoup plus de détails, voire même d'autres développements qui ont dû être zappés pour réussir à faire un film d'1 heure et demie ou de 2 heures. Donc là, vous vous doutez bien que faire un film ou même une série, je crois qu'il y a 9 épisodes, hein, c'est pas énorme, une série là-dessus. Bon, on coupe pas mal dans le lard. Alors c'est une trilogie qui est donc il y a plein de thèmes qui sont très intéressants. Il y a plusieurs thèmes qui sont très intéressants, que j'ai rarement vu traités, en tout cas pas aussi clairement dans d'autres bouquins de science-fiction. Donc, Liu Cixin, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il s'attaque à des concepts quasiment mathématiques. Voilà. Donc, d'ailleurs, le problème à trois corps. Alors, c'est un petit peu étonnant que le titre du bouquin ce soit le problème à trois corps, parce que pour moi, c'est justement le concept mathématique qui est le plus anecdotique dans l'affaire. Ça, je peux vous en parler sans trop spoiler parce que c'est révélé dès le début, quasiment dès le début, y compris dans la série et dans le roman. Le pitch, c'est qu'il y a une civilisation extraterrestre qui est basée, il me semble, sur Proxima du Centaure, il me semble, qui est un système de 3 étoiles. Et comme on le sait, en mathématiques, un système de 3 corps, par exemple 3 étoiles en relation comme ça donne lieu à beaucoup d'instabilité. Et c'est un des premiers modèles pour décrire les mathématiques du chaos, en fait. 3 étoiles qui tournent les unes autour des autres, la moindre petite perturbation change totalement la façon qu'elles ont de tourner les unes autour des autres. Et on peut même avoir des cycles qui sont très atypiques. Bon. Alors, bon, je trouve ça un petit peu anecdotique de baser un roman là-dessus, mais en même temps, c'est la beauté de Liu Cixin, c'est de se coltiner à une hypothèse comme ça qui est assez abracadabrante. On ne voit pas comment une civilisation pourrait se développer sur une planète qui est assujettie à l'influence de 3 étoiles en même temps, qui ont donc des trajectoires complètement chaotiques, très changeantes, qui peuvent changer du jour au lendemain et donc changer totalement le climat, enfin plus que le climat, hein, la température, les conditions sur cette planète. Ça paraît très très improbable dans ce cadre-là même que la vie et le temps ne serait-ce que d'apparaître puis ensuite de se développer, d'une part, et d'autre part, en fait, le problème à 3 corps, un système à 3 corps en général, ce qui se passe assez rapidement, c'est qu'il y a un des 3 corps qui est éjecté du système et on se retrouve avec un problème à 2 corps qui est beaucoup plus stable. Et donc la plupart des systèmes stellaires qu'on observe dans notre galaxie, ce sont des étoiles doubles d'ailleurs. Hein. Il y a énormément d'étoiles doubles et très très peu de systèmes triples.
comme Proxima du Centaure par exemple, à cause de ça. Bon bref, donc c'est une hypothèse assez étonnante, quoi. Et moi, c'est justement, là on touche du doigt quelque chose que je trouve très beau dans l'écriture de Lucy Chin, c'est qu'il n'a pas peur, il a pas peur de se coltiner à des hypothèses assez improbables. Voilà, et il y a notamment quelque chose, moi, qui me plaît énormément, je crois que c'est plutôt dans le deuxième tome, c'est que, alors je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais il y a un personnage qui va apporter de grands changements dans l'histoire, de très très grands changements, en n'agissant pas, pendant très longtemps. En ne faisant rien, il ne sait pas pourquoi. Il a été désigné. Alors il y a un certain nombre de personnes dans le. On le voit d'ailleurs dans la série, hein, il y a un certain nombre de personnes qui sont désignées quelque part comme sauveurs de l'humanité à un moment donné, et il y en a un d'entre eux qui décide de ne rien faire. Juste de profiter justement du statut que ça lui donne, et de profiter de la vie le plus longtemps possible. On ne sait pas exactement ce qu'il a en tête, parce que justement c'est le principe. Le principe, c'est qu'on a des extraterrestres qui ont annoncé qu'ils vont envahir la Terre, et on sait que ces extraterrestres ont mis sur pied une invention qui leur permet d'observer les moindres faits et gestes de toute l'espèce humaine. Donc le principe de ces sauveurs de l'humanité désignés, enfin qui vont essayer de sauver l'humanité, c'est justement qu'ils ne peuvent révéler leur plan à personne. Donc ils ont plein pouvoir pour mener à bien leur plan, un budget quasi illimité, chacun, il y en a, je sais plus, il y en a 3 ou 4. Ils ont quasiment chacun un budget illimité, et la particularité de leur stratégie, c'est qu'ils ne peuvent vraiment en parler à personne. Voilà. Et donc il y en a un de ces personnages qui est, alors je ne sais plus comment ils les appellent dans le roman d'ailleurs, il utilise un terme que j'ai plus en tête. Et un de ces personnages, ben voilà, il décide de rien faire, et on va s'apercevoir que justement c'est lui qui va avoir l'idée cruciale, en fait, l'idée cruciale, et qui va débloquer toute la saga. Et d'ailleurs, il faut que j'en parle. Là, je vais spoiler un tout petit peu le concept central là-dedans. Alors, il faut quand même que je parle un petit peu de l'histoire pour ceux qui n'ont vraiment pas vu la série, pas lu ni commencé à lire la saga, les romans. Donc, le pitch, c'est en fait, on a envoyé des signaux dans le cosmos pour signaler la présence de la vie sur Terre, de nous. On a envoyé des signaux comme avec les sondes Voyager, ou avec le pendant du projet SETI qui a consisté à envoyer des messages dans l'espace. Il y a une scientifique qui trouve le moyen d'envoyer ce message de façon très efficace, avec beaucoup d'énergie, en prenant le Soleil comme relais énergétique, en se servant du Soleil carrément comme d'une antenne radio en fait. Et ben, le truc, c'est qu'on s'aperçoit, ça c'était dans les années 60, il me semble, que ça s'était passé dans le roman, et il se trouve que des extraterrestres sur Proxima du Centaure captent ce message-là, et décident d'envahir la Terre, car ils sont, eux, sur un système extrêmement instable, gravitant autour d'un système triple d'étoiles, et ils ont beaucoup de mal à se développer sur ce système-là. Cela dit, c'est une civilisation qui est beaucoup plus développée que l'espèce humaine, et qui a notamment une connaissance de la physique qui est beaucoup plus avancée que nous. Et donc, carrément, ils annoncent à l'espèce humaine qu'ils vont venir nous envahir, sauf que Proxima du Centaure est à 4 années-lumière, et ils ne sont pas capables d'aller à plus de 10% de la vitesse de la lumière. En gros, ils vont mettre 400 ans pour arriver sur Terre. Donc on a 400 ans pour se préparer. Ces extraterrestres ont été capables d'envoyer des sondes quantiques qui sont capables de surveiller les faits et gestes de l'espèce humaine. Et donc on sait qu'on est surveillé en permanence, et qu'ils sauront ce qu'on fait pendant ces 400 ans. Donc ça crée une situation extrêmement particulière sur Terre. Et justement, c'est un des aspects également de ce roman de Liu Cixin qui est très intéressant, c'est que c'est très axé sur la sociologie. Qu'est-ce qui se passe sur Terre à partir du moment où on sait qu'on va être envahi, mais ça ne va se passer que dans 400 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer et donc, cette trilogie, c'est l'histoire de ces 400 ans, en fait, en réalité. Et notamment, on a un de ces sauveurs désignés
qui sait pas du tout pourquoi il a été désigné comme sauveur de l'espèce humaine, il comprend pas du tout, il décide de vivre une très très belle vie, d'en profiter pour vivre une très très belle vie, on le suit pendant un moment, et il se trouve qu'à un moment clé, il a un déclic. Alors c'est une histoire beaucoup plus complexe que ça, et très très intéressante, hein, l'histoire de ce Juliu, je crois qu'il s'appelle dans la série. Il arrive assez tard, hein, je pense qu'il arrive dans le deuxième tome. En fait, il va prendre conscience de quelque chose. Attention, spoiler, mais ça c'est le concept qui est vraiment très très intéressant dans cette trilogie de Liu Cixin. Il va prendre conscience du concept, non pas du problème à trois corps, mais le tome 2 de la forêt sombre. Et ça, c'est très très intéressant, parce qu'on en parle assez peu dans le grand public, dans le monde scientifique, on en parle depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a toutes les chances pour que, si on signale à des extraterrestres, à des civilisations extraterrestres qu'on existe, eh bien, la première chose qu'ils aient envie de faire, c'est de venir nous envahir et de prendre la place, et de s'emparer de nos richesses, ou ne serait-ce que des richesses de la Terre, des matières premières de notre planète, d'une part. Mais Liu Cixin va une étape plus loin. Il va une étape plus loin parce qu'il se dit peut-être que les ressources sont limitées dans l'univers et que c'est une lutte compétitive effrénée entre toutes les civilisations qui émergent dans l'univers, et peut-être que les civilisations vraiment avancées, elles ont intérêt à ce que toutes les autres civilisations disparaissent, et que dès qu'il y a une civilisation qui apparaît et qui signale sa présence de façon suffisamment large, eh bien il y a des civilisations suffisamment avancées pour la détruire tout de suite, à distance, instantanément. Et c'est ce dont on s'aperçoit, c'est à un moment donné, on s'aperçoit qu'effectivement, au-dessus de la civilisation extraterrestre de Alpha du Centaure qui est censée nous envahir, il y a des civilisations qui, si elles reçoivent un signal de notre part, vont avoir envie de nous détruire totalement, nous et Alpha du Centaure. Et ça, c'est un concept qui est vraiment lumineux, même si ça s'agit d'un concept qu'il a appelé la forêt sombre, et qui donne tout son sel, tout son relief aux 2 derniers tomes de la saga, où on voit comment d'une part, quels sont les mécanismes physiques qui pourraient être mis en jeu. Alors là aussi, c'est une très grande beauté dans cette trilogie-là, de la part de Liu Cixin, c'est que on part dans des conceptions très mathématiques, des repliements multidimensionnels de l'univers, qui sont... alors en même temps, il part pas dans un délire, il reste très mathématique, très proche des mathématiques, de la géométrie, de la topologie, etc. Et c'est pour moi, c'est ce qui fait toute la beauté de son bouquin, c'est qu'il est suffisamment intelligent pour pas tomber dans du baratinage technique. Il sait pas, voilà. Enfin bon, on a des connaissances très limitées sur la physique de l'univers. On sait qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas expliquer, la matière noire, l'énergie noire notamment. Et donc il ne va pas aller nous baratiner avec je sais ce que c'est, je vais vous expliquer par A plus B, donner une explication un petit peu triviale, un petit peu... Non, il reste quasiment au niveau des concepts. Bon, ben, sauf que il se dit, si une civilisation extraterrestre ultra puissante, ultra avancée est capable de replier l'univers, de jouer avec les différentes dimensions, voire avec la notion d'univers parallèle, qu'est-ce que ça peut donner, quoi, sans tomber dans un charabia pseudo-technique, donc en restant avec les concepts qu'on peut utiliser aujourd'hui de façon très honorable en mathématiques. Donc ça, c'est très 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 chouette. Il s'y tient. Après, bon, c'est une série qui a des longueurs quand même. Il y a des moments, il y a quand même des longueurs. Il y a quand même des moments où il y a des grands passages qui ne sont pas super intéressants, où on sent que ça patine un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est assez enthousiasmant et ça vaut vraiment le coup d'aller se plonger là-dedans. Si vous aimez la hard SF, alors là, c'est de la hard SF pour moi qui passe à un niveau supérieur. C'est pas de la hard SF qui fait de l'ingénierie, qui va vous raconter comment on pourrait fabriquer un ascenseur spatial qui nous permettrait d'aller jusqu'à la station géostationnaire. Non, d'ailleurs, dans cette trilogie, cette station, elle existe déjà et on l'utilise
l'utilisent déjà, et voilà, ça c'est acté. Et d'ailleurs, c'est superbe, parce que ça, c'est toute la signification de ces bouquins-là, c'est qu'ils arrivent après toute cette littérature des années 50, 60, et bien après. Cette littérature des années 50-60 de Arthur C. Clarke, etc., qui faisait de l'ingénierie fiction, et il utilise les technologies qui ont été développées chez ses prédécesseurs de science-fiction pour aller plus loin. Et ça, c'est une espèce de mise en abîme littéraire, moi, que j'aime beaucoup. Il y a plein de clins d'œil littéraires à la science-fiction, à la littérature, à la culture aussi bien chinoise que occidentale. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien. C'est fait parce que c'est fait avec subtilité, voilà. Et moi, je le sens, un vrai amour, quoi. À chaque fois qu'il parle de quelque chose, c'est pas pour donner une référence de quelque chose, c'est pour évoquer quelque chose qui... Alors moi, ça me touche, parce que ce sont souvent des auteurs ou des artistes qui me touchent également. Bon, parfois, ce sont des artistes un petit peu bateaux, mais qui ont traversé les années, les décennies, même... alors, je sais pas si c'est le cas, d'ailleurs, je me souviens pas, mais même s'il me parlait d'Edith Piaf, ça me toucherait, parce que, bon, ben voilà, c'est une chanteuse quand même magnifique, une chanteuse française magnifique, qui, effectivement, a traversé les années, les décennies, même si c'est devenu une espèce d'icône un petit peu absurde, notamment du côté américain. Et donc il y a tout un tas de références, de petites... alors c'est pas utilisé comme des références, c'est comme des petits focus, des petites... comme s'il insérait des petites pépites de merveilles de la culture mondiale, en fait, au fur et à mesure dans son bouquin. Il y a pas mal de personnages qui sont des personnes cultivées, intelligentes, curieuses, et qui aiment tel domaine de la littérature, tel domaine de la science, tel domaine du cinéma, de la chanson, voilà. Et ça c'est un petit truc que je trouve, c'est une petite particularité que je trouve très très sympathique dans ce bouquin-là. Il y a une autre chose, voilà, dont je voulais parler. Alors c'est traduit du chinois, donc on ne peut pas vraiment profiter de la langue de l'auteur. Cela dit, le traducteur, Gwenaël Gafric, a eu l'intelligence, je pense, de ne pas essayer de trop transformer la langue, et il n'a pas peur d'utiliser les formules à rallonge que peuvent utiliser les Chinois. Et je trouve que justement, c'est très juste, parce que c'est un des points communs qu'on a entre la langue française et le chinois, c'est-à-dire que, sauf que les Chinois, ils n'ont pas été autant impressionnés par le monde anglo-saxon que les Français, et donc les Chinois, ils ont gardé un petit peu cette façon de faire, de ne pas avoir peur d'utiliser par exemple, il y a des vaisseaux spatiaux qui ont un nom à rallonge, aurore du matin, quand il fait beau dehors, quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... Et ça, je trouve ça magnifique, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on a perdu en France. Le français est une langue qui a besoin d'utiliser un plus grand nombre de mots que l'anglais, et on a été dominé par la langue anglaise, et on continue à l'être pendant des décennies, à tel point que même dans notre français, et on le voit beaucoup dans le monde de l'entreprise, et c'est lamentable, on cherche à abréger nos phrases, abréger nos formules, et donc on en vient à utiliser X acronymes pour tout et n'importe quoi, c'est insupportable, alors que justement, pour moi, et ça c'est super important d'un point de vue littéraire, pour moi le français c'est une langue qui développe les concepts, qui a besoin de phrases longues avec plusieurs mots pour désigner la même chose qu'un anglo-saxon désignera peut-être par un acronyme ou par, non là j'exagère un petit peu, mais par un seul mot. Et on a cette richesse-là, et la plupart des artistes qui s'expriment en langue française n'en ont pas conscience, et sabotent en fait cette richesse de notre langue. Ça paraît ringard, voilà, ça paraît un petit peu ringard, il y a un petit côté comme ça, et c'est là où je dis qu'on se fait dominer par cette culture, cette culture du raccourci, cette culture de l'efficacité, cette culture de la rapidité, cette culture de la connerie. C'est un petit jugement de valeur, mais bon, il y a des choses magnifiques dans le monde anglo-saxon également. Mais qu'on se laisse fasciner par ça, je trouve ça très triste, et on a vraiment des choses à faire avec la langue française, et pas seulement à essayer de faire
à essayer de refaire du Louis-Ferdinand Céline ou du Gloubi-Boulga langagier, comme certains auteurs le font aujourd'hui. Enfin, voilà. Bon, je ne veux pas me faire le défenseur de la langue française, parce que ça aussi, c'est devenu complètement ridicule, et c'est extrêmement triste que ce soit devenu ridicule. Il faut parler sa langue, c'est tout. Alors, les auteurs qui essayent d'écrire, qui écrivent en français avec les principes du monde anglo-saxon, bon, alors des fois ça donne des choses qui sont pas si mal en fait. Mais il ne faut pas que ce soit la seule chose, il ne faut pas que ce soit la seule chose qui existe. Il y a une beauté dans notre langue qu'on a tendance à oublier. Et grâce à Liu Cixin, j'en avais conscience, mais voilà, c'est une des choses qui m'a plu là-dedans, c'est qu'on retrouver cette façon d'assumer, bah oui, si je veux exprimer ce concept, j'ai besoin de 6 mots, et je vais utiliser 6 mots, et ça va faire une petite phrase à l'intérieur de ma phrase. Et si vous savez lire, vous allez repérer ces 6 mots que je vais répéter à chaque fois que je vais parler de ce concept. Et puis vous allez le repérer comme une entité sémantique, et vous allez être capable quand même de lire la phrase. Voilà. Parce que vous n'êtes pas bête, parce que vous êtes capable de lire, parce que vous avez appris à lire, et que vous êtes capable de repérer une forme sémantique, une formule sémantique à l'intérieur d'un paragraphe. Voilà. Ça s'appelle lire. Hein, voilà. Et donc ça m'a fait du bien aussi. Et puis c'est la rencontre aussi, pour moi, c'est assez rare, c'est un moment assez rare. La rencontre, c'est une rencontre avec quand même avec quelque chose d'un esprit chinois, quoi. Enfin voilà, c'est quand même une civilisation qui est très très importante, qui le sera de plus en plus, qu'on espère qui pourra cohabiter avec les autres civilisations, on espère. Mais voilà, personnellement, moi j'ai assez peu d'occasions de la côtoyer, cette culture. Et là, c'était une façon de rentrer un petit peu par une petite porte. Parce que je ne sais pas, les grands textes classiques de la Chine ancienne, voilà. Mais on retrouve là-dedans, évidemment, quelqu'un qui est imprégné de tout ça. Et donc, on retrouve un esprit, on retrouve... Et puis, oui, moi, la première chose qui m'a séduite dans cette série-là, c'est que ça démarre sur l'histoire chinoise, dans les années de la révolution culturelle, quoi. Ça démarre pendant la révolution culturelle. Donc il y a ça aussi, l'éclairage sur une partie de l'histoire chinoise, c'est aussi quand même, c'est pas très développé, mais voilà, ça fait du bien d'aller voir un petit peu et d'aller se donner envie d'en découvrir plus sur la civilisation chinoise. Voilà. Donc, le problème à 3 corps, la forêt sombre, magnifique, et ça termine par la mort immortelle. Ça se lit très bien. Alors je ne sais pas en combien de temps. Bon, il y a quand même, je sais pas, il doit y avoir quand même 2 ou 3 000 pages à lire là-dedans. On va dire, non, 1500 pages à lire là-dedans. Ça se lit très bien. Moi, j'ai lu ça en 1 mois ou 2. Voilà, en ne faisant pas que ça. C'est très agréable et voilà, ça ouvre des portes dans le monde de la science-fiction. À bientôt.